Merci d'être avec nous. Et merci d'être là pour cette rencontre avec Alfred. Je vais faire un petit sondage. Qui était là hier au concert Dessiné? 2, 4, 5. Ça s'est bien passé? Alfred, ça s'est bien passé? Pour moi, ça s'est très bien passé. Pour JP qui était avec moi également, parce qu'on a évidemment parlé comme à chaque fois après nos concerts et on s'est dit que ça faisait vraiment partie des moments joyeux. En plus, on ne s'était pas vu depuis un petit moment, donc se retrouver. On crée ces concerts aussi pour se donner un bon prétexte pour se voir avec JP. C'est une manière pour nous de se donner des rendez-vous dans des endroits dans lesquels on n'aurait pas forcément sinon l'occasion de passer. Et hier soir, on était très heureux de se retrouver après quelques mois sans se voir et de se retrouver avec vous. Là, ça a été un très joli moment. Ouais. J'ai l'impression que tu entretiens un rapport assez privilégié avec la musique. Un de tes albums, donc, c'est la solitude du rêve, la solidité du rêve, ouais. Avec Arthur H. Tu en as fait un avec Étienne Dao, avec Brigitte Fontaine, ouais. Et encore plein d'autres. Et d'où te vient cet amour de la musique, mais aussi cette envie de faire des concerts dessinés? Alors, il faut que je raconte un truc qui remonte un tout petit peu avant, mais grosso modo, je pense que comme beaucoup de gens, en tout cas beaucoup d'adolescents passionnés de dessin, je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre. Moi, je jouais aussi de la guitare quand j'étais ado. J'avais ce truc un peu de m'enfermer dans un coin et soit de dessiner, soit de faire de la musique. Et pour moi, ça a toujours cohabité. La musique et le dessin vont ensemble. Quand je dessine, j'écoute de la musique. Quand je ne fais pas de dessin, je fais de la musique. Les pauses que je peux faire dans la journée, c'est pour prendre ma guitare et pour faire des pauses en jouant. Donc il y a quelque chose pour moi, il y a une circulation d'énergie qui est évidente. Si je vous disais qu'il faut que je remonte un peu, peut-être que je vais manger d'autres questions. Je suis désolé. On a le temps. Moi, mes parents sont comédiens, j'ai grandi dans des théâtres, et c'est dans ces théâtres que j'ai commencé à faire de la bande dessinée quand j'ai 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mes parents sont sur scène, moi je suis en coulisses, et je suis en train de dessiner ce qu'ils sont en train de jouer sur scène. Pour moi, le lien, et les pièces qu'ils faisaient étaient souvent accompagnées d'énormément de musique. Il y avait même parfois des orchestres qui jouaient avec eux sur scène et qui faisaient l'accompagnement. Il y a quelque chose pour moi, en fait, le dessin, le théâtre, la musique sont des choses qui cohabitent, qui circulent en permanence. Et dans ma façon même donc, pourquoi je fais des concerts dessinés, c'est parce que c'est une façon aussi pour moi de prolonger ce geste du dessin dans des théâtres, mais dans les coulisses, de venir faire du dessin, mais en étant sur la scène, mais en étant quand même un peu de côté. Enfin, il y a quelque chose pour moi qui se fait de manière assez naturelle. Je dessine pas de la même manière que je sois dans mon atelier tout seul ou que je sois devant 50, 100, 200 personnes, évidemment. J'ai besoin des deux façons de m'approprier le dessin, et j'ai surtout besoin alors pardon, ta question de départ était plus liée à la musique, mais j'ai surtout besoin que la musique soit en permanence en résonance ou en écho avec le dessin. Et justement, du coup, comment se préparent ces concerts dessinés? Est-ce que tu te laisses surprendre par les musiques, ou au contraire tu sais de quoi ça va parler, donc ton dessin est déjà plus ou moins un peu dirigé? Alors ça se prépare en ne se préparant pas, surtout. Je pense que c'est la meilleure manière de préparer. Ah oui. Un concert dessiné, c'est de ne surtout pas le préparer. Je connais les chansons parce que celles de JP, Nataf, comme hier par exemple, je les écoute depuis très longtemps. Je sais plus ou moins de quoi ça parle, mais plutôt moins que plus, parce qu'il a en plus une écriture un peu cryptique qui fait qu'on ne sait pas toujours, et puis qu'il n'aime pas trop donner de clés. Alors comme je l'écoute depuis longtemps, il y en a certaines, j'ai bien saisi à peu près où on était, mais je me laisse porter par des images, je me laisse porter par l'énergie du moment, par ce qui se passe à ce moment-là. Hier soir, par exemple, et on se retrouve après ne pas s'être vu pendant plusieurs mois, et il y a des chansons qu'il n'a jamais faites, même certaines que je ne connais pas, comme celle qui est allée jouer au piano à un moment. C'est une chanson que je ne connaissais pas, qu'il a écrite il y a 20 ans, jamais sortie sur un disque, il a envie de la faire là, comme ça. Il me dit en 2 mots la première phrase et je me laisse porter, il explique un peu de quoi il va s'agir. Je me laisse porter. En fait, je pense qu'un des grands plaisirs du concert dessiné, pour moi, il est d'être de retrouver le principe du live. Donc, de l'inconfort aussi. Ah, aussi de l'inconfort. Oui, il y a se mettre en difficulté. C'est pas s'y mettre volontairement, c'est juste l'accepter, se rendre disponible à une forme d'imprévu. Je suis pas maso, je cherche pas forcément à être dans un endroit déplaisant. En revanche, j'aime bien me dire que d'un accident ou d'un imprévu, quelque chose d'inattendu et de positif pourrait sortir. Ça me plaît bien, et c'est se rendre un peu disponible à ça, en fait. Ça, c'est ce qui ressort, notamment dans Setso.
Bien, bravo, du coup, parce que alors, je digresse, mais puisque le personnage est dans une situation d'inconfort, et aussi dans Maltempo aussi ça arrive, vu qu'il perd au fur et à mesure ses copains musiciens, mais dans Senso c'est très vrai. Et est-ce que tu penses que tes personnages se révèlent quand ils sont en difficulté, quand ils sont hors de leur zone de confort? Dans Senso, j'avais juste ça comme point de départ. Je voulais raconter comment une succession d'emmerdements pouvait malgré tout déboucher sur quelque chose de joli. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas forcément lu le bouquin et sans rien dévoiler de particulier, c'est juste, ça démarre comme ça par un personnage dont on comprend très vite qu'il a raté son train, pas pris le bon train, pas pris le bon jour, pas réservé la chambre d'hôtel où il s'est trompé tout un tas de trucs. Et c'est parce qu'il y a cet enchaînement d'incidents et d'emmerdements qu'il va pouvoir faire une très belle rencontre qui fait basculer sa vie. Si tout s'était passé comme prévu, il aurait passé la soirée, il aurait pris le bon train, le bon jour, le bon machin. Il n'aurait pas rencontré cette personne, il aurait passé la nuit dans sa chambre d'hôtel en attendant son rendez-vous du lendemain à regarder la télé, et puis ce serait rien passé. Le fait que rien ne se soit passé comme prévu lui ouvre quelque chose auquel il se rend disponible à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment... moi, c'est mon fil de vie. Essayer d'être au quotidien disponible à tout ce qui n'était pas prévu et qu'on peut peut-être transformer en quelque chose qui viendra vous nourrir, vous enrichir. Et du coup, ce qui peut faire bifurquer le récit de tes personnages, parce que tu n'écris pas de scénario. Oui. C'est ce que j'ai vu dans une vidéo, donc tu donnes des balises, mais alors moi ce qui m'intéresse c'est quel est le point de départ, et surtout, quand est la ligne d'arrivée? Bien. Alors j'écris pas de scénario à l'avance parce que j'ai besoin de découvrir l'histoire au fur et à mesure qu'elle se crée. J'ai besoin d'être toujours à la hauteur des personnages, si possible, donc de ne jamais en savoir trop plus qu'eux. J'aime pas trop savoir à l'avance ce qui va leur arriver. Ça me permet, entre autres choses, d'influer sur l'histoire en fonction de la personne que je suis au moment où j'écris telle ou telle scène. Il peut y avoir un événement qui va prendre une couleur totalement différente parce que ce jour-là je suis de mauvaise humeur, parce que ce jour-là il s'est passé un truc merdeux dans ma vie et que ce jour-là je vais l'injecter dans une des séquences qui aurait pu être très joyeuse si je l'avais attaqué 3 jours plus tôt ou plus tard. Ça c'est la façon pour moi d'essayer autant que je peux de faire des livres qui ressemblent plus à la personne que je suis au moment où je les fais. Même s'il y a des bouquins aujourd'hui que je ne ferai plus comme ça, il y a des livres que j'ai fait il y a 20-25 ans, je ne suis plus la même personne, je ne ferai plus les mêmes livres. Par contre, quand je joue ces livres-là, je comprends le cheminement du pourquoi j'étais ce garçon-là à ce moment-là, donc il est complètement logique que ce soit cette histoire. Et il y avait une deuxième partie très très bien à ta question que j'ai perdue en cours, et je suis désolé. C'est la ligne d'arrivée, du coup, quand est-ce que tu dis, parce que je crois que tes albums n'ont pas tous la même pagination, et quand est-ce que tu te dis, tiens, fin, là je peux marquer fin? Ça commence, alors déjà pour revenir juste à ça, c'est que ça commence souvent, c'est que j'ai une intention en tête, et qui peut me traîner pendant des années en tête. Et par exemple, pour reparler de Senso, qui est le deuxième livre, on va dire, de cette trilogie italienne, ça faisait donc des années que j'avais en tête l'envie, parce que dans mon quotidien de vie, ça a de l'importance, de raconter ça, une succession un enchaînement d'emmerdements qui découle sur quelque chose de positif. Et je ne savais pas comment le faire, jusqu'au jour où je suis moi-même, en tout cas ce truc-là, en arrivant à Rome, justement, pour un événement sur lequel on m'a invité. J'arrive à l'hôtel, ils ont pas de nom pour moi, il n'y a pas de chambre réservée pour moi. À cette époque, j'ai pas de téléphone portable parce que j'en ai pris un très tard dans ma vie. En fait, ça fait pas très longtemps que j'ai un portable. Et je me trouve comme un imbécile là, à être... En plus, je fais partie des gens qui partent à un rendez-vous sans savoir exactement avec qui j'ai rendez-vous, ni où le joindre. Bon, ne faites pas ça chez vous, les enfants, c'est pas la bonne méthode, mais en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Donc, il y a quelques années, là, j'arrive à Rome, dans cet hôtel, où on me dit, mais il n'y a pas de réservation. Pas de réservation, j'avais juste ce billet de train qui me permettait d'arriver. Je ne sais même pas où joindre la personne et je suis comme un imbécile. Et le type, en fait, voilà, le gros déclic, c'est que le type à l'accueil me dit, mais je ne veux pas vous laisser dehors, si vous voulez, c'était un hôtel avec un jardin, il faisait très beau, il dit, si vous voulez, vous pouvez passer la nuit là sur une chaise longue dans le jardin, je ne vais pas vous mettre dehors. Je trouve ça génial, comme proposition, qui fait ça aujourd'hui? 10 minutes après, en fait, il retrouve ma chambre et j'étais presque déçu. Mais en tout cas, c'était sous un autre nom, etc. Finalement, tout retombe sur ses pieds. Mais pendant 10 minutes, je vois ce type qui me dit, voilà, c'était un jardin un peu en friche. Il me dit, vous pouvez passer la nuit là. Et je me dis, mais en fait, c'est ça, voilà.
En fait, le truc que j'avais, alors après je raccorde un peu tout, et dans la soirée, j'ai écrit les grandes lignes de ce récit là que j'avais en tête d'une suite d'une succession d'avaries qui finalement. Et ça, c'est ce qui construit mon récit. Et en fait, c'est le début. Pour moi, ça y est, paf, ok, il vient de se passer ce truc-là, ça va être ça. Le début, c'est un type arrive dans un hôtel, il n'a pas de chambre à son nom. Parce qu'il s'est trompé. Voilà, ça, et en fait, ça me suffit. Ok. Au départ, ça me suffit. Voilà. Et donc, j'écris une première scène qui est celle-ci, et le temps d'écrire cette première scène et de la dessiner, un truc se met en route, voilà, qui fait que sur la durée, je vais me laisser porter par toutes les idées qui arrivent. Je vais reprendre des carnets, parce que je note beaucoup de choses dans mes carnets. Ça, il faut qu'on en parle des carnets. Je pioche beaucoup là-dedans, et quand est-ce que je sais que c'est fini? C'est quand j'ai la sensation que je peux... Je sais pas si le livre est bon ou pas, ça je m'en fiche, c'est pas mon propos quasiment. Évidemment, je réussis pas tous mes bouquins, c'est pas le problème. Mais il y a juste un moment où je me dis, je peux rien faire plus, je peux rien changer. Je le sens généralement. Alors jusqu'à quelques pages de la fin, je sais pas comment le livre se termine. Donc vraiment, il y a des livres, j'ai trouvé la fin le jour de la dessinée et la veille de devoir rendre la page parce que je suis vraiment allé au bout du délai, de la date butoir. Et ça me va bien en fait comme ça. Il y a un truc un peu de funambule qui correspond, je pense, à mon tempérament. Ton éditeur, il doit avoir le cœur solide. Il est très, très gentil. Il est très conciliant. Même sur la pagination, il y a toujours T'as un pas de moment... limite. Enfin... En tout cas, je ne lui en donne jamais. Quand je présente un projet, alors aujourd'hui j'ai la chance d'avoir quelques livres qui ont trouvé leur public et qui font que mon éditeur me fait confiance. Mais c'est une chance énorme parce que j'ai jamais besoin de lui donner à l'avance ce que je vais faire. Là, vraiment, ça se passe, on est au restaurant, et il me demande alors c'est quoi ton prochain livre, et je lui raconte grosso modo les grandes lignes de ce que j'ai en tête de raconter. Par exemple, ça serait un type, il lui est arrivé plein de trucs, et puis finalement, dans la soirée, il va faire une rencontre importante, il va rencontrer une femme qui est un peu à la dérive elle aussi, et puis ils vont s'accrocher un peu l'un à l'autre, et puis ils vont se rendre compte que pour chacun, ils n'auraient jamais dû être là ce soir-là, et que le fait de se trouver fait basculer leur vie. Ils se sont rencontrés. Il y a un truc qui se passe, et leur vie reprend quelque chose, reprend un sursaut, là où ça aurait pu continuer à dériver. Je raconte juste ça, et puis je dis, je sais pas combien de pages ça va faire, je sais pas exactement si ce sera drôle ou pas drôle, je sais pas, je sais juste ça va se passer là, ça va se passer dans un jardin comme ça, parce que mon enfant, je vais passer dans un jardin comme ça, il y a ça, parce que tous les ingrédients après sont des choses qui me sont très proches, donc je vais piocher dans ces trucs-là, puis je lui donne un peu tout ça sur la table en lui disant, est-ce que oui ou est-ce que non, quoi. La chance que j'ai aujourd'hui, c'est que généralement il me dit, bon ben oui, on y va, et puis on verra au bout, à mesure, tu me diras combien de pages, tu me diras quand est-ce que tu penses l'avoir fini, on avance un peu ensemble. En général, un album, même si les paginations sont différentes, c'est 1 an et demi, 2 ans de travail. Entre 2 et 3 ans. 2 et 3 ans. Ouais, parce qu'il y a des moments où je ne sais plus où aller, ou pendant 3 mois, j'avance pas dessus. Il peut arriver, donc je pars faire autre chose le temps qu'un truc se décante et que je puisse revenir sur le livre. C'est dans Les Jardins Invisibles, qui a eu un prix très récemment. La semaine dernière. Je l'ai marqué Roman News. Le prix du Roman News des Échos. Oui. D'accord, oui, j'ai noté le titre, le nom du titre le titre un peu alambiqué, mais c'était une très chouette soirée. Et du coup, il y a une scène qui me revient en tête, c'est au moment où tu bloques sur un livre et tu vas à Naples, je crois, et il y a cette effervescence qui à la fois te terrorise et à la fois te permet de te ressourcer. Et en fait, de libérer ton esprit te permet de reprendre le fil de ton histoire. C'est ce qu'on voit aussi avec l'Italie. Tu as besoin régulièrement d'aller te ressourcer en Italie. Ah oui, c'est ma vie. Je suis à moitié composé d'Italie par mon père. Et je sais que pour moitié, ce que je suis appartient à cette culture. Et à ces paysages, et à ces sons, et à ces odeurs, que j'ai un besoin régulier d'y passer du temps, si ce n'est des bouts de vie entiers. Ce à quoi tu fais référence là, c'était même plus que bloqué sur un livre. J'ai fait une sorte de... Il y a des années de ça, mais quelque chose qui m'a bloqué pendant 9 mois d'affilée. Pendant 9 mois, j'ai plus pu dessiner du tout. À part dans des carnets dans lesquels j'ai commencé à prendre des notes, mais j'arrivais plus à dessiner une sorte de... le mot burn-out lié au dessin. Et effectivement, quelque chose a redémarré pour moi à Naples. À ce moment-là, on était dans une ville, je le dis, je pense dans un petit cartel, dans une ville extrêmement chaotique. J'ai eu la sensation presque de retrouver le chaos, un écho au chaos que j'avais à l'intérieur, et ça
presque, je sais pas, moins et moins, est-ce que ça fait plus, j'en sais rien. En tout cas, il y avait un truc qui a redécollé pour moi en ayant la sensation que j'arriverais pas à me sortir de cette situation. Ouais. Oui, c'est une partie de foot entre des... Il y a des gamins qui jouent au foot et que j'ai dessiné sans me rendre compte que du coup, j'étais en train de dessiner. Et du coup, c'est revenu. C'est revenu par ce biais-là, oui, sans avoir pris, sans m'être aperçu que ça faisait 2 heures que j'étais en train de dessiner, alors que ça faisait 9 mois que j'y arrivais pas. Et de là, du coup, tu as pu continuer ton livre, tu as repris le travail? À l'époque, c'était sur un autre projet, mais oui, le livre s'était arrêté pendant 9 mois, oui. J'ai redémarré, j'ai jeté beaucoup de choses, mais j'ai redémarré le travail sur ce bouquin à l'époque. Ouais. Il faut qu'on parle des carnets. D'accord. Voilà, on va y consacrer un petit moment. Je ne sais pas si vous avez vu, juste à la sortie de la salle, à droite, il y a plein des instantanés en dessin, comme des petites photos. Et, c'est ça, oui. Ouais. Ce que tu faisais il y a très, très longtemps, je crois. Et tu as besoin, du coup, je crois que j'ai lu, c'était un vide-tête, c'est ça, de faire des dessins, alors pas pour rien, mais pour chauffer la main, pour chauffer l'esprit aussi, peut-être. C'est une pratique que j'ai depuis maintenant une vingtaine d'années, qui est alors, comme j'ai peut-être dit hier d'ailleurs, justement pas en concert à un moment, qui est de démarrer et de terminer toutes mes journées par un temps de dessin dans des carnets, qui est un temps de dessin totalement libre, décorrélé de tout ce que je vais faire dans la journée, comme d'autres font du yoga ou font de la méditation pour démarrer leur journée. Moi, je dessine en musique, j'ai des playlists aléatoires de sons et de choses qui me mettent dans une ambiance. Il y a de nombreux morceaux, ce qui fait que je ne sais jamais ce qui va forcément s'enchaîner, mais pendant un quart d'heure, 20 minutes, tous les matins, je prends un temps de dessin pendant lequel j'essaie de faire en sorte que la tête pense le moins possible à ce qu'elle fait et que la main, elle, par contre, se délie. Souvent, ces dessins, dans ces carnets-là, ça va être des résidus de souvenirs, de rêves. Il y a tout un tas de choses qui peuvent survenir à ce moment-là. Et ces carnets, que j'alimente après, alors il y a ces 2 temps dans la journée, en début et en fin de journée, mais tout au fil de la journée, je vais noter tout un tas de trucs dedans. Des choses qui me reviennent, des choses que j'ai entendues, des choses qu'on m'a racontées, des rêves. Qui peuvent alimenter et enrichir un récit. Et en fait, mes récits sont alimentés par ça. Quand je dis j'écris pas de scénario, c'est qu'effectivement, j'ai pas de synopsis, j'ai rien, j'ai juste quelques balises. Je démarre en disant ce sont 2 frères qui ne sont pas vus depuis 10 ans. À un moment, j'aimerais que la voiture tombe en panne parce que ça leur permettra de se retrouver démunis sur leur voyage. À un moment, ils rencontreront. Je me donne 5 ou 6 balises comme ça et c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que je raconte d'ailleurs à mon éditeur. J'ai pas la fin évidemment. Je dis juste voilà, mon point de départ c'est ça et puis à un moment il y aurait ça, ça et ça. Donc ils vont faire un chemin. Donc on fera un chemin avec eux. Donc. Et puis après, au quotidien, je vais piocher dans ces carnets dans lesquels, alors j'en ai des centaines qui sont remplis de dessins, de choses qu'on m'a racontées, de choses auxquelles j'ai assisté, de choses vues, lues, entendues, et c'est ce qui devient l'espèce de terreau intime ou de matière dans laquelle je pioche. Alors des fois, je reprends des carnets que j'ai pas ouverts depuis 15 ans, et je cherche. Il m'arrive vraiment parfois d'avoir un truc, ok, j'en suis à tel passage de l'histoire, je sais pas trop comment faire avancer le truc. Prenons 3 carnets au hasard. Pour voir un peu ce que on va feuilleter ça, et puis je vais voir, tiens, je vais tomber sur ce truc. Ah ouais, bizarre. Si je mets ça avec un truc que j'ai noté il y a 5 jours, et puis ça avec un truc que j'ai noté il y a 8 ans, et puis machin, tiens, ça peut être un truc étrange, ça crée un truc bizarre, en tout cas, auquel j'aurais pas pensé si j'avais cherché à concevoir un scénario. Et ça devient l'espèce de terreau, encore une fois, dans lequel je pioche les récits à mesure que j'avance dedans. Et par rapport au dessin, c'est l'instant très solennel de la citation. Je l'ai relevé, à page 38. Dans la solidité du rêve, depuis toujours le dessin allège ce qui me pèse, à travers lui ce qui m'encombre ne m'entrave pas. Oui. C'est toujours bien de mettre une citation. Il faut, ça claque un peu. Ouais. Oui, c'est vrai. J'ai vu monsieur à la culture hier, il a dit des citations pendant le discours et c'est vrai que ça claque. J'en ai noté. Ça a un peu de gueule. Eh bien, oui. Je pense que la chance. Alors, moi qui étais un petit garçon en tout cas, extrêmement réservé, anxieux. J'étais très anxieux quand j'étais gamin. J'avais ces parents comédiens qui occupaient beaucoup de place, qui étaient des gens, en tout cas que je vivais comme des gens très charismatiques, toujours extrêmement entourés de monde. Ils faisaient des pièces qui étaient assez ambitieuses. Il y avait toujours beaucoup de décors, des costumes, des machins. C'était une troupe assez nombreuse. Il y avait des musiciens. J'avais du mal à trouver un peu ma place là-dedans. En tout cas, ça a été une source d'angoisse pour moi. Le dessin a été très vite un territoire, d'abord qui appartenait qu'à moi,
C'est-à-dire la scène, le bruit, la fureur, c'était le domaine de mes parents. Le recueillement, on va dire, et le fait d'avoir un territoire, j'avais la sensation que la feuille était une zone dont je pouvais voir les contours. Voilà. Mais par contre, à l'intérieur de ça, je pouvais y inventer tout ce que je voulais. Notamment, je dessinais des choses que vivaient mes parents, mais j'y ajoutais des choses que j'avais besoin de dire moi. Pendant très longtemps, j'ai raconté aussi un peu mes journées dans des dessins, quand mes parents partaient en tournée, que j'étais pas avec eux et que j'avais des espèces d'angoisses, comme ça, un peu liées à des angoisses d'abandon, on va dire. Je fais un peu vite, mais j'avais tendance à mettre ces dessins sur les portes de leur chambre pour que quand ils rentrent, il me semblait que déjà laisser une trace comme ça, c'était leur dire que j'étais toujours là, et je me disais qu'au moins comme ça, ils m'oublieront pas. Il y avait un truc de cet ordre-là. Le dessin permettait de faire ça. Donc quand je dis le dessin permet de ne pas être... tout ce qui m'entrave ne m'encombre pas, c'est que j'y ai mis beaucoup de choses de cet ordre-là, parfois en faisant des choses qui étaient totalement illisibles. Enfin, on ne pouvait pas voir que j'étais forcément en train de parler de moi dedans. Il y a des tas de bouquins sur lesquels on ne peut pas savoir que cette scène-là, elle est totalement autobiographique même. Mais en revanche, pour moi, quand même, le monde et la vraie vie, c'est plus compliqué sans le dessin, oui, c'est certain. Alors aujourd'hui, je me suis soigné quand même, je vais avoir 50 ans, il faut bien un moment. Mais ne pas dessiner pendant une journée aujourd'hui peut me mettre de mauvaise humeur. Ok. Ce matin, tu as dessiné ? J'ai pris un peu de temps pour dessiner ce matin, mais c'est-à-dire que c'est quand même un moment où je concentre quelque chose qui apaise, qui calme un peu tout, qui réorganise un tout petit peu les dynamiques, on va dire. C'est comme quand tu étais petit, là, du coup, peut-être que tu t'isolais dans le bruit ambiant du théâtre. Et du coup, tu te crées une bulle protectrice. C'était un espace, une protectrice, c'était un espace, effectivement, qui me permettait, qui était qu'à moi, déjà. Alors aujourd'hui, encore une fois, les choses vont bien, il n'y a pas de... mais en revanche, une journée entière sans dessiner un petit moment, c'est inconfortable pour moi. C'est inconfortable. Et très petit, tu as su ou tu as ressenti que tu voulais faire de la bande dessinée, que ça serait ton activité. Tu le voulais plus que tout. Raconter des histoires avec des dessins, c'est là depuis toujours. En fait, je ne savais pas forcément que ça prendrait la forme de la bande dessinée, si ce n'est que je voyais bien que quand j'en lisais, je ressentais des choses que, par exemple, regarder un film ou écouter de la musique ne me procurait pas à équivalence. J'avais des émotions en tant que lecteur qui étaient plus fortes que d'autres. Mais en revanche, raconter des histoires avec des dessins sans savoir la forme exacte, ça a été là très très tôt. J'ai très vite compris, ressenti en tout cas, que les angoisses, les anxiétés dont je vous faisais part juste avant, s'apaisaient quand j'étais en train de dessiner. Et c'est encore le cas aujourd'hui, dans l'absolu. Encore une fois, même ça va, j'ai guéri plein de choses, mais il n'empêche que dessiner, pour moi, aujourd'hui, c'est un endroit réconfortant. Quel a été le moment de bascule où tu te dis, ça y est, je sais que tu es passé par les fanzines, ça a été une très bonne école, et quel est le moment où tu t'es dit, tiens, c'est palpable, je peux en faire mon métier. Quel a été Il n'y en a pas eu. D'accord. Alors la question est très pertinente, mais il n'y a jamais eu un moment où je me suis dit, ça y est, ça peut être mon métier. En fait, je pense que j'ai jamais optionné rien d'autre. J'ai jamais envisagé aucune autre option. Donc, j'allais faire de la bande dessinée, j'allais avancer, que des éditeurs s'intéressent à un moment à mon travail, pour moi, était sur le chemin, j'allais presque dire, ça peut paraître étrange de dire comme ça, ne me faites pas passer pour ce que je ne suis pas, je suis pas en train de dire c'était logique, peut-être tellement que j'étais talentueux, c'est juste qu'il y avait un truc, de toute façon, c'était pas discutable dans ma tête, à moi, là je mets des mots que je me mettais pas effectivement comme ça en tête à 15 ou 16 ans. Mais il y avait un truc, je ferai de la bande dessinée, je vais faire de la bande dessinée, je vais raconter des histoires avec des dessins, j'envisage rien d'autre, donc il faudra bien que ça se fasse. Il n'y a pas un moment, même quand Delcourt a signé mon premier livre en 97, mine de rien, je me dis ok, c'est une étape, mais ça ne veut pas dire que c'est... En fait, il y a une chose importante pour moi, même si aujourd'hui, après un peu plus de 30 ans de métier, les choses se passent bien et que j'ai la chance d'avoir un public qui suit mon travail, il y a quand même une chose importante pour moi, c'est celle de me dire que ça peut s'arrêter demain. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement rassurant. Tu gardes ça en tête tout le temps. Moi,
Tout le temps. Enfin, tout le temps. Je vis pas au quotidien en me disant attention, ça faut s'arrêter ce soir. Mais par contre, ça fait partie du jeu. Il y a un truc, je crois, qui m'oblige, moi, à être en permanence en mouvement, en éveil, en questionnement, en recherche, et qui me fait me dire, même si aujourd'hui, oui, mes livres ils marchent bien, oui, il y a un petit nom autour de mon travail qui fait que les gens, a priori, sont attentifs à ce que je fais. Il suffit que je fasse 2 livres qui ne marchent pas ou qui n'ont aucun intérêt, et puis je peux disparaître. Et ça me va. Ça me va d'avoir. Je ne cherche pas à mettre en difficulté, c'est juste que ça me va, cette donnée-là me va bien. En fait, j'ai pas choisi un métier. En fait, moi, j'ai fait un choix de vie. C'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, je le vis pas de la même manière. Donc, moi, ça fait partie du choix de vie que j'ai fait, qu'il y ait une possibilité, artiste, on va dire, ce mot-là, un peu de manière rapide, que ça s'arrête au bout de 2 livres, au bout de 2 disques, au bout de 2 films, ça s'arrête. Et ça me va bien, en fait. Ça me donne envie de trouver des ressources pour toujours me dire. De quoi tu as encore envie? Est-ce que tu as encore suffisamment de désir pour que ça fasse sens de faire un livre de plus? Oui, ok, alors on va faire ce livre-là, alors on y va. Il y a quand même une consécration. En 2014, Kobe Prima obtient le Fauve d'Or à Angoulême, donc le Festival international de la bande dessinée. Donc Kobe Prima reçoit le prix du meilleur album. À ce moment-là, comment est-ce que... 2 questions en une. Comment est-ce qu'on vit la consécration? Et comment on vit l'après-consécration? Alors d'abord, première chose dont je suis conscient tout de suite au moment où on me remet ce prix-là, c'est que même si le prix s'appelle Fauve d'Or du meilleur album, je sais parfaitement que je n'ai pas fait le meilleur album de l'année. Ça, c'est très important parce que j'ai jamais eu cette prétention-là. J'essaye au mieux de faire des livres qui, quand on les lit, vous donnent pas la sensation d'avoir perdu votre vie, perdu votre temps. Je le confirme. Et ça, c'est clair. Je cherche pas à faire les meilleurs livres. Voilà, je cherche juste à proposer un voyage qui vous donne la sensation d'avoir fait un voyage. Il y aura des livres moins bons, des livres un peu meilleurs. Il y en a certains je me serais planté, d'autres un peu moins. Mais je cherche pas à faire le meilleur livre. Donc déjà, je trouvais le truc. Voilà, pour moi, ça a été le premier truc de me dire attention, t'as pas fait le meilleur livre de l'année. T'as éventuellement fait un bon bouquin sur lequel des gens à un moment ont décidé qu'ils avaient passé un bon moment avec toi. Pour moi, ça changeait tout. La consécration, mettons ce mot, elle est arrivée à un moment très très particulier sur un livre très particulier qui était justement, je fais comme Prima en ayant la sensation que je suis un peu sec de désir de faire des livres et que je sais plus trop où alors ça tombe sur ce bouquin-là. Je finis ce livre un peu sur les rotules, en me demandant un peu qui va lire ce truc-là, et en me disant mais qu'est-ce que je viens de faire pendant 3 ans en fait, et où j'ai envie d'aller derrière. C'est aussi une BD assez longue, je crois. Elle était longue, elle fait 250 pages quasiment. Et le thème aussi, le thème qui est... Le thème, il brasse un truc de famille. Machin. Est-ce que qui ne connaît pas le livre Kobe Prima? Il n'y a pas de... Comme ça, parfait, comme ça on en parle. Est-ce que tu veux donc raconter un petit peu l'histoire de Kobe Prima? Tu as dit que c'était 2 frères. Oui, ça vous embête si je le fais? Non. En 2 mots. Alors, en 2 mots. Donc, il y a 2 frères qui se retrouvent après s'être. Alors, déjà, c'est un livre qui est né alors que je n'avais pas prévu de faire un livre. Ça, c'est déjà une donnée pour moi importante à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est un bouquin que je fais quand je viens de retourner vivre en Italie. Donc, il y a un peu plus de 15 ans maintenant. Et je suis en Italie à ce moment-là et ma fille est née, elle a 17 ans même, c'était il y a 17 ans, ma fille vient de naître, je veux qu'elle grandisse en Italie et je me demande en fait ce que j'ai à lui transmettre et pourquoi c'était si important pour moi de venir la faire grandir ici. Et en faisant ça, je commence à tenir des notes dans lesquelles je reconvoque tout ce qui, moi, me relie à ce pays, d'où je viens par rapport à ce pays, mon histoire familiale par rapport à ce pays, qu'est-ce que je veux transmettre, pourquoi je suis venu là, enfin, il y a tout un truc comme ça. Et je me rends compte qu'au bout d'un moment, dans cette matière-là, qui était encore une fois dessinée qu'à moi, pour faire une espèce de point, il y a plein d'ingrédients qui pourraient nourrir une histoire. Mais ça, c'est au bout de 2 carnets, de plusieurs mois, à avoir noté des choses comme ça, c'est pas en quelques heures. Donc déjà, au bout de quelques mois, je me dis, tiens, il y a peut-être un livre là-dedans, et un des points de départ, il est qu'effectivement, ma mythologie familiale italienne, elle démarre avec mes 2 grands-pères qui ont eu des parcours très très différents. Donc pour l'histoire, j'ai peut-être raconté tout à l'heure, pardon si je me répète pour ceux qui étaient là, mais avec donc mes 2 grands-pères, donc mon grand-père qui était de conviction communiste pendant la guerre, quand son frère, mon grand-oncle, a été chemise noire mussolinienne. Et ça, c'est
vraiment l'histoire familiale, quoi. Gamin, je les ai connus très bien, ces deux personnes, ces deux grands-pères. Je me souviens que jusqu'à leur mort, ça a été une histoire de famille à laquelle je ne comprenais rien. Mais en tout cas, ça a imprégné un truc dans le petit garçon de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Ils sont morts, j'en avais 15-16, donc j'ai eu le temps de pas tout comprendre, mais de saisir qu'il y a un truc là qui appartenait à ma famille, pas que à ma famille, il y a des milliers de familles, mais en tout cas, la mienne était marquée par ce truc-là. Donc, parmi toutes ces notes que je prends pour moi, en tout cas, je me rends compte qu'il y a des choses là qui pourraient être le début d'une histoire et qui, en plus, à travers celle de mes grands-pères, me permettraient de parler à un de mes frères, que je n'ai pas vu pendant 10 ans, avec qui on a été en rupture totale. Enfin, donc, il y a plein de choses qui commencent à se greffer, et j'ai une première séquence qui me vient à un moment, qui est donc plus ou moins la séquence d'ouverture, un combat de boxe, enfin, un type qui vient en chercher un autre qu'il n'a pas vu depuis des années, et ça démarre comme ça. Donc l'histoire, ce sont deux frères qui ne sont pas vus depuis des années, et l'un des deux, le plus jeune des deux, vient à la rencontre, à la retrouvaille de son frère plus âgé, pour lui demander de rentrer avec lui en Italie parce que leur père est décédé. Un point de départ très simple, mais qui, moi, m'a permis derrière de raconter beaucoup de choses. Vas-y. Je vous en prie. Et qui appelle beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que tu fais le voyage avec tes personnages. On l'a dit, tu tu découvres l'histoire en même temps qu'eux, mais il y a à la fois un voyage géographique. Ils doivent repartir en Italie, mais il y a aussi un voyage dans leur relation. Ouais. Et ce voyage à la fois géographique et à la fois émotionnel, tu le fais avec eux. Tu as besoin du coup de participer avec tes personnages. L'histoire a été complètement influencée et orientée par les notes que j'avais prises dans ces carnets et ce que j'en faisais à mesure que je digérais ces informations et que j'avançais dans le livre. Donc ce voyage qu'ils font, je le fais vraiment en même temps qu'eux. D'une certaine manière, il permet de dire des choses à ma fille, à mon frère. Enfin, il y a tout un tas de choses que je dis dedans et qui sont comprises ou pas, ça c'est encore autre chose, mais par contre je le fais à mesure voyage en même temps que oui. C'est pas une citation, mais en fait j'ai lu tes... Alors ça m'intéresse pas. Non, bon, une seule, il faut rester sur une seule. J'ai lu donc la trilogie italienne, et ensuite j'ai lu donc Les Jardins Invisibles, et j'ai l'impression que... Alors j'ai noté, tu me dis si c'est pompeux, mais Les Jardins Invisibles servent de pierre de Rosette pour comprendre tes récits, et c'est là où j'ai compris que Senso, ce personnage, oui, c'était toi. C'est là où on comprend que tous tes récits en fait sont émaillés, sont ponctués d'archives personnelles. Si on n'a pas lu Les Jardins Invisibles, on passe totalement à côté, et le récit est largement compréhensible. En revanche, si on a ce petit truc en plus, j'ai envie de dire, du coup on voit le récit d'une autre manière. Je ne peux rien rajouter, Rémi. Vous avez tout dit d'une manière... Il y a même des mots, j'aurais pas su les mettre. Donc vous avez dit archives, je trouve ça tombe très bien. Non, oui, alors il y a deux options. Tu as ceux qui connaissaient déjà les 3 livres et qui me disent on a l'impression que c'est un bonus. Et moi, ça me fait plaisir parce que effectivement, c'est le même terreau, mais de choses que je ne voulais pas travestir dans des fictions. Donc ce sont des histoires qui sont de l'autobiographie au premier degré dans Les Jardins Invisibles, parce que je voulais qu'on les raconter comme ça, sans transformer quoi que ce soit. Et puis tu as ceux qui au contraire disent c'est un bon livre pour démarrer, pour découvrir votre travail. Ça peut se jouer dans les deux sens, pour qui on a envie évidemment, mais ça peut se jouer dans les deux sens. Je sais pas quoi dire de ça, j'ai pas d'avis là-dessus, mais en revanche c'était très joliment dit. Et les Jardins Invisibles, du coup, n'a pas de structure narrative, ce sont des instantanés comme tes carnets, des instants de vie où là aussi en fait on te découvre, tu te livres un petit peu dans la solidité du rêve avec Arthur H, mais aussi dans Les Jardins Invisibles où tu parles de toi. Dans les Jardins Invisibles, je me livre vraiment de manière très, très frontale, en ayant encore une fois, je sais jamais ce qui est de l'ordre de l'impudeur ou quoi, je sais pas. Comme bien souvent, on s'aperçoit que c'est quand on parle de l'intime qu'on est le plus universel, étrangement. Donc je vois bien qu'avec les retours qu'on me fait sur ce livre-là, chacun s'approprie certaines anecdotes en venant me dire que ça a eu un écho pour telle ou telle raison chez eux, et que c'est toujours... Moi je fais des livres pour... je fais des livres.
la manière que j'ai trouvé pour moi d'être au monde, c'est de faire des livres, encore une fois, de raconter des histoires avec des dessins, et c'est vraiment ce qui me permet moi d'entrer en contact avec l'autre. C'est à travers ça, à travers mes dessins et mes histoires, que j'ai la sensation que ça simplifie pour moi le passage de rencontre avec l'autre. Donc quand je fais un livre comme Les Jardins Invisibles, sur lequel les gens, ou comme il y a des années, un autre livre qui s'appelait Pourquoi j'ai tué Pierre, enfin des livres comme ça, sur lesquels des gens viennent me dire, j'ai l'impression d'avoir un écho, de trouver un écho dans quelque chose à moi, là-dedans, ça peut pas plus me combler, en fait. Si je me dis, bon, ben voilà, encore une fois, on est tous liés un peu les uns aux autres, d'une manière ou d'une autre, et que si cette histoire-là a un écho chez toi ou chez vous, c'est qu'on se ressemble un peu. Donc si on se ressemble un peu, c'est que ça vaut le coup de se parler. De passer un petit moment. De passer un moment ensemble. Un moment ensemble. Pour démarrer tes livres, j'ai lu, entendu même, que tu dessines des scènes et que ces scènes ne vont pas forcément rester dans l'album. Et tu rapproches beaucoup la BD du théâtre. Et moi, j'ai eu l'impression que je te voyais plus comme un cinéaste qui compose son récit avec des scènes, ne va pas hésiter à les supprimer pour alléger ou pour fluidifier le récit. Je trouve qu'il y a beaucoup de cinématographie dans Come Prima qui a été adapté au cinéma. Mais malgré tout, tu tiens à avoir la théâtralité de la bande dessinée. Pour moi, c'est du théâtre parce que la façon que j'ai de le faire est de transformer l'histoire au quotidien. J'ai vu toute ma vie mes parents monter des pièces qui passaient leur temps à évoluer d'une représentation à l'autre. Un film, malgré tout, une fois qu'il est monté, projeté, ne bouge plus. Tandis que moi, je voyais mes parents jouer 100 fois une pièce, avoir la même partition, et pourtant ne jamais faire 2 fois la même chose. Faire évoluer en permanence en fonction de l'humeur de ce qu'ils étaient au moment où ils le faisaient, en fonction de ce qui avait moins marché la veille, ou de des retours. Et moi, en fait, je fonctionne comme ça. Quand je fais de la bande dessinée, j'écoute en permanence ce que je suis en train de ressentir en le faisant, et je fais évoluer une idée je me couche le soir en me disant, demain, là, je fais cette scène où ils s'engueulent tous les deux et ça va être une belle scène. Si le lendemain, je ne suis pas là-dedans, finalement, ils ne s'engueulent pas, ils se réconcilient, en fait. Et ça transforme complètement le récit, et ça ne devient plus la même chose, mais ça me va bien. Ça me va bien. Donc, c'est en ça que je dis, pour moi, c'est plus proche presque d'un art vivant. Oui, donc du théâtre, je comprends. C'est ça qu'il y a derrière, en tout cas pour moi. Et dans tes récits, c'est vrai, dans Senso, dans Maltempo, il y a toujours une scène au début. On ne sait pas très bien ce que ça vient faire là. Parce que je ne sais pas non plus où je vais aller. En fait. Mais donc c'est dans Maltempo, il y a une grue qui s'effondre. Dans Senso, on voit un couple en pleine intimité. Et tu joues un petit peu avec le lecteur, puisqu'on ne sait pas ce que ça vient faire là, mais à la fin, et c'est très très vrai dans Come Prima, où il y a la jeunesse d'un des 2 frères qui est racontée, mais par étapes, et qui à la fin vient donc apporter un nouvel éclairage sur l'album. Et donc tu aimes mettre souvent ces planches qui ne sont pas réalisées de la même manière. Oui, c'est effectivement une façon pour moi de dire à la lectrice ou au lecteur, voilà l'éventail que je vous propose, voilà la fourchette dans laquelle on va se trouver, c'est-à-dire, par exemple, sur Maltempo, le dernier, j'ouvre avec une scène dont on ne comprend pas trop, de nuit, il y a un chantier, il y a une explosion, il y a une grue qui tombe, et puis la scène de derrière est extrêmement comique, en tout cas, une espèce de truc de comédie, d'un coup avec 2 gamins qui sont en train de jouer à s'engueuler, enfin il y a un truc. Et je me dis, ok, ça c'est la fourchette que je propose. Un truc où on sent que ça va être... il va y avoir une tension particulière, là on est de nuit, il vient d'y avoir une explosion, machin. Et puis tout derrière on passe à la comédie la plus grossière presque. Les 2 gamins qui sont en train de jouer, comme ils disent eux-mêmes, l'ouvrier et le patron, et donc qui s'insultent en se mettant des coups de bâton. Bon, c'est la commedia dell'arte quasiment. Donc, et je me dis, ok, là en 10 pages, je propose aux gens qui rentrent dans l'histoire, on va naviguer là-dedans. Sur Senso, le fait de démarrer le récit par un couple en train de faire l'amour dont on ne sait pas encore qui il est, ni pourquoi, ni qu'est-ce, c'est aussi une façon de dire, voilà, là vous avez passé toute votre journée, il y a eu plein de trucs, vous avez fait des courses, payé des factures, là je vous propose juste de vous poser, de vous laisser porter par la sensualité de ce que je vais essayer de raconter dans ce récit. Donc vous rentrez par un couple. Qu'on connaît absolument pas. Dont on ne sait pas ni quoi ni qu'est-ce, et c'est pas le propos.
Et puis on passe à autre chose d'un seul coup, on est dans une gare bondée avec un retard de train. Ok, mais vous êtes rentré par là. Donc il y a quelque chose, je vous invite à quelque chose d'un peu sensuel, en disant laissez-vous juste porter par ça, on verra bien où ça nous emmène. Quoi. Et je suis le premier souvent à ne pas savoir exactement où ça va m'emmener. Mais je ressens juste que pour ce récit-là, j'ai envie d'entrer par là. J'ai envie de me dire, si on doit laver un peu tout ce que la journée nous a proposé, qu'on se met devant le bouquin pour se laisser embarquer dans une histoire, par quoi j'ai envie de vous proposer d'entrer. Encore une fois, c'est peut-être pour permettre au lecteur de te faire entrer dans ton intimité de dessinateur, d'avoir une scène un peu déconnectée du récit, pour on se vide la tête, on fait un reset et on se laisse porter et on rentre. Il y a dans ta trilogie italienne le thème de la famille que je trouve toujours très important. Un vivier d'histoire infini. sans limite, puisque donc dans Senso, notre personnage qui une relation avec sa fille qui est un petit peu en arrière-plan, à la dérive aussi, à la dérive, comme Prima à ses frères qui se détestent. Et dans Maltempo, il y a un personnage que je crois que c'est Guido de mémoire, qui est un petit peu le dur de la bande. Dans Maltempo, c'est un jeune, je peux le... Je vous en prie, faites. Oh. Tu me vois maintenant? Oui. Ça me fait drôle. Donc du coup, dans Maltempo, c'est un jeune homme qui a une quinzaine d'années, qui veut à tout prix quitter son Italie natale avec la musique, et on y revient justement. Donc il a un groupe de copains, il y a une audition qui va avoir lieu, sauf que plus ou moins chacun fait défaut à un moment ou à un autre. Et dans la bande, il y en a donc un Guido qui est tatoué, qui est un peu le gros dur, sauf quand il disparaît. On sait pas pourquoi, et en fait c'est pour s'occuper de sa mère. Il dit à ses copains qu'il va voir un peu qu'il va fréquenter les filles. Ouais, c'est comme quand on peut être couillon quand on a 17 ans et qu'on veut faire croire qu'on est déjà bien plus grand qu'on l'est. Effectivement, ils fanfaronnent en disant qu'en fait il a rendez-vous avec des filles et qu'ils sont tous là en train de ils ont tous 14 ans, 15 ans, ils sont tous en train de se dire waouh, il vit déjà des trucs de dingue. Voilà, en fait, il va rien voir du tout, il va juste s'occuper de sa mère malade. Sa mère qui est à l'hôpital et qui est malade. Et donc, voilà, ce thème de la famille que tu expliques aussi des fois dans Les Jardins Invisibles, c'est une de tes grandes lignes directrices au moins de cette trilogie italienne. Tout part de là. Pour moi, je viens d'une famille avec beaucoup de monde, avec beaucoup de bruit, avec beaucoup d'histoires. Et j'ai l'impression, encore une fois, quand je disais tout à l'heure que je dessinais mes parents depuis le bord de scène en redessinant ce qu'ils étaient en train de jouer, j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps des dessins où je racontais notre famille. J'ai l'impression, pour moi, c'est un vivier d'histoire et d'émotions dans laquelle je sais pas, ça reste, même dans Les Jardins Invisibles, je parle beaucoup et de mon père ou de ma mère et de ma fille, et c'est quelque chose qui me semble infini. En fait, voilà. Comme ce passage où il y a le chapeau de ton grand-père. Ton grand-père a un chapeau qu'il pose sur un meuble. Des chasseurs alpins, et qui est ton grand-père qui ne parlait peut-être pas beaucoup, mais ce chapeau lui rappelle toutes ses histoires, tout ce qu'il a vécu, et toi, enfant, tu en interprètes. Là-dessus, c'était le chapeau, c'était la guerre. Ça voulait dire ça, c'était quand il faisait la guerre, il y avait le chapeau des chasseurs alpins. Quand on a un gamin de 6-7 ans, il y a déjà ce truc, 10 ans, 9 ans, enfin en tout cas, il y a ce truc de ton grand-père, déjà il a fait la guerre, puis il parlait pas beaucoup, mon grand-père, puis il racontait quelques histoires, et quelques histoires qu'il racontait, c'était des histoires de cinéma, quoi. C'était une évasion, c'était son copain qui prend une balle en pleine tête à côté de lui, c'était des histoires, tu dis, mais c'est pas, mon grand-père, c'est pas possible, on a tous ce truc de dire, c'est incroyable, il a vraiment vécu ce truc-là, et il avait effectivement le seul truc qu'il a gardé. D'ailleurs, quand il est décédé, mon père, donc son fils, a mis le chapeau dans le cercueil, et je l'ai appris il n'y a pas longtemps. En fait, en publiant ce livre, j'ai d'ailleurs demandé à mon père, mais où est ce chapeau? Où est le chapeau des chasseurs alpins? Et en fait, je ne savais pas que il y a 30 ans, quand il est décédé, ils ont mis de... Voilà, j'étais passé à côté de ça à l'époque. Mais effectivement, ce chapeau était le seul truc qu'il avait gardé de son service militaire de la guerre. En fait, c'était son chapeau de chasseur alpin. Un souvenir. On arrive bientôt au terme de cette rencontre. Moi, si je m'écoute, je te garde 3 heures pour discuter. Je bouge pas. Bon, c'est bien. J'aimerais qu'on finisse sur les couvertures. Les couvertures de tes albums. Alors dommage, j'ai pas les livres avec moi, mais pour te montrer qu'il y a te montrer, toi tu les connais, les couvertures, mais qu'il y a vraiment une unité et une cohérence dans tes couvertures, où il y a ce blanc,
qui est dans Senso, les personnages sont sur un lac, c'est pas bleu, donc du coup c'est blanc, comme il prévoit la route qui est blanche, et j'ai l'impression qu'il y avait à la fois une économie de mots dans tes couvertures, et à la fois une économie de dessin. Et c'est ce que tu fais en dernier. Parle-nous de la couverture, de comment tu réalises tes couvertures. Alors, tu as dit un truc qui me plaît beaucoup, tu as dit une économie de mots. Depuis des années, une des tendances qui, moi, m'importe, c'est de chercher une forme d'épure. Alors, je vais faire une phrase un peu peut-être banale, mais c'est d'essayer d'en raconter plus en disant moins. Ou en montrant moins, ou enfin de traduire une émotion, plus d'émotion en allégeant, en essayant d'être le plus discret, le plus léger possible. Les couvertures, en fait, c'est souvent ce que je fais en tout dernier, quand le livre est terminé ou quasiment terminé. Alors là, souvent, ça fait d'ailleurs un peu enrager mon éditeur qui aurait besoin que je la fasse bien plus tôt pour commencer, eux, à travailler la communication avec. Mais je ne peux pas faire tant que j'ai pas, aussi simple soit-elle, j'ai besoin d'avoir terminé pour savoir vraiment ce qui, éventuellement, résumera le mieux ce récit. Après, comme je suis un peu couillon, je ne m'étais pas rendu compte tout de suite de cette cohérence. C'est-à-dire qu'après avoir fait la deuxième couverture Senso, je me suis rendu compte après coup qu'effectivement j'avais laissé cette place au blanc, la route pour Come Prima, le lac pour Senso, et je n'en étais pas aperçu. C'était pas voulu. Naturellement, je pense qu'il y a quelque chose qui me donne envie de juste mettre au centre les personnages. Moi, les histoires que je raconte, elles tiennent sur deux lignes en réalité. Si je résume les histoires, j'avais presque dit on s'en fout de la ligne forte du récit. Par contre, ce qui m'importe, moi, c'est que les personnages, ils aient quelque chose à nous dire, à nous raconter. C'est avec eux que je vais passer 2 ans, 3 ans. Donc c'est à eux que j'ai besoin de m'attacher. L'histoire, ça peut presque être un truc artificiel si on veut la construire. C'est pour ça que je la construis jamais à l'avance. Par contre, je prends du temps à me raconter les personnages. Tout comme le cinéma italien des années 50 et des années 60 savait mettre au centre de leur récit. Les films de cette époque-là, ils peuvent se résumer en 2 lignes. Ils n'avaient pas beaucoup de budget, en tout cas à un moment. Par contre, ils avaient des actrices et des acteurs qui étaient des monstres, mais surtout, leurs personnages étaient très forts. Toujours des gens sur le bas-côté, toujours des marginaux. Ils ont mis ce cinéma-là, en tout cas, mis au centre du récit des personnages qui n'étaient pas des héros. Je fais un tout petit parallèle, mais ce que le nouvel Hollywood plus tard fera dans les années 70, en faisant exactement la même chose, en faisant des films avec des Scorsese, des gens qui sont des laissés pour compte, des clodos, des marginaux, et qui deviennent les personnages principaux. À noter que tous ces gens-là, les Scorsese, les De Palma, enfin tous ces réalisateurs-là du nouvel Hollywood sont tous des Rital, qui connaissent tous le cinéma des années 40, 50 et 60, et qui ont intégré ce truc, en fait, que les personnages héroïques et à qui tout réussit n'ont aucun intérêt, en réalité. Ce qui nous intéresse, c'est les personnages qui se débattent et qui, éventuellement, qui génèrent une empathie bien différente. Moi, les héros m'emmerdent, ça m'intéresse pas, j'ai rien à raconter avec eux. On a carrément dévié, je suis désolé. En fait, mon truc sur les couvertures, il était que quasiment une épure, parce que je veux que ce soit les personnages qu'on voit, qui soient au centre. C'est eux qui vont porter l'histoire. Donc la route de Come Prima les amène à eux, en fait. Ça avait été ma première pensée. Et d'ailleurs, très souvent, on fait beaucoup de croquis pour les couvertures et l'éditeur choisit. Et bizarrement, pour celle-ci, à chaque fois, j'ai fait un dessin. C'était ma question, combien de dessins tu fais? C'est la seule fois, ce sont les seules fois en tout cas que ça s'est présenté, que je fasse à chaque fois qu'un dessin et qu'on ne trouve pas d'autres formules. Il y en avait peut-être des mieux, j'en sais rien. Mais en tout cas, qu'à ce moment-là, avec l'éditeur avec qui je travaille, et David Chauvel, qui est quelqu'un avec qui j'ai une relation amicale au-delà de du travail, on se disait, ok, on ne trouvera pas mieux. La route qui nous amène à ces 2 personnages sur le bas-côté de la route. Oui, il y a une signification. Il y a un truc un peu, voilà, cette barque qui est en plein milieu, ils sont un peu, et moi j'arrêtais pas de dire en écrivant l'histoire, ce sont 2 personnages à la dérive qui vont s'accrocher un peu l'un à l'autre. Et donc, ils sont dans le même bateau. Ils sont dans le même bateau, ils sont sur une barque, on sait pas trop qui rame ou qui ne rame pas, c'est pas le problème. Et puis voilà, et puis sur le dernier, effectivement, il est sur la route, sur son scooter, en plein milieu, il regarde au loin, on sait pas trop. On imagine qu'il espère pouvoir
partir de ce paysage, de ce décor et aller voir ailleurs s'il n'a pas mieux à vivre. Mais chaque couverture a un message, raconte une histoire déjà. Permet au lecteur, si je suis lecteur et je découvre ton livre, je peux déjà, si je m'attarde, sentir quelques éléments du récit. Mais comme je suis un peu couillon, je me rends compte après l'avoir fait. C'est même pas calculé? Non, pas comme ça. Pas comme ça. Non. Vraiment pas. En plus, tout comme j'ai jamais de message dans aucun des livres, évidemment. La seule intention est de raconter une histoire dont je me sente proche, en espérant encore une fois que quand on la lira, on aura fait un voyage. Et puis après, à travers ça, évidemment, je dis des trucs et je raconte des choses qui sont pas un message de départ. Je dis pas là, je veux raconter que ça c'est mal et ça c'est bien et que ça il faut penser comme si. Non, j'ai mon point de départ, un type à la dérive, un gamin à qui on dit qu'il n'y a pas de futur là où il vit et qui lui a envie de croire que le rock'n'roll peut-être lui en donnerait un, même si personne n'y croit. C'est tout, c'est mon point. Enfin c'est tout. En tout cas c'est mon point de départ. Il est les personnages. Encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont à me dire, qu'est-ce qu'on a à se raconter. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que, avant de clore cette magnifique rencontre, est-ce qu'il y a des questions dans le public en délire? Aucune? C'est le moment. Si? Il a dit 2 fois qu'il était bouillon quand même. Ouais, mais en conclusion, t'as vu, je ne l'ai pas dit au début. J'attends quand même. Je voulais pas qu'on reste là-dessus. En revanche, je vais effectivement aller signer si vous avez envie qu'on discute encore, qu'on poursuive la discussion. Après, oui, il y a une séance de dédicace du coup avec la soupe de l'espace. Coucou Lucille. Je t'inquiète de pas te voir arriver. Alfred, merci beaucoup. Ah ben c'est moi. Merci à beaucoup. Toi, d'avoir préparé tout ça. Merci à vous d'avoir assisté à cette rencontre.